national consacré à l'épidémie de Covid-19 et un Conseil des ministres qui a, lui aussi, vous l'imaginez, été largement consacré à l'épidémie dans notre pays. Le constat est sans appel, notre situation épidémique se dégrade très nettement. Il y a quelques jours, je parlais d'un début de vague fulgurante et cela se confirme avec un taux de reproduction du virus, le fameux R, qui est estimé aujourd'hui à 1,6 et qui devrait très probablement continuer à augmenter dans les prochains jours et les prochaines semaines. Le nombre de cas quotidiens augmente de près de 80% en une semaine et s'établit aujourd'hui autour de 20 000 cas par jour en moyenne. Hier, plus de 30 000 cas positifs ont été relevés, un nombre comparable à celui observé au plus haut de la 4e vague. Le taux d'incidence nationale s'élève à 191 pour 100 000 habitants et devrait dépasser les 200 d'ici demain ou après-demain. Il est supérieur à 100 dans 93 départements et déjà supérieur à 200 dans 34 départements. Cette vague de contamination est une chose. Mais vous le savez, et je l'ai rappelé la semaine dernière ici encore, avec l'arrivée du vaccin, c'est la situation à l'hôpital qui est et qui reste vraiment le nerf de la guerre. Parce que le vaccin réduit drastiquement le risque de formes graves et que nous n'observons donc plus la même corrélation que dans les précédentes vagues, les 3 premières, entre le nombre de contaminations et le nombre de formes graves qui nécessitent une hospitalisation. Une étude israélienne récente confirme encore une nouvelle fois l'efficacité de la vaccination et du rappel. Le risque d'hospitalisation est de 53 pour 1000 pour un non-vacciné. Il chute à 9,6 pour 1000 pour un vacciné 2 doses et il chute à 1,8 pour 1000 pour un vacciné 3 doses. Cela confirme une nouvelle fois l'efficacité de la vaccination et l'efficacité du rappel. À l'hôpital, le flux d'hospitalisation a augmenté de 40% sur la dernière semaine et l'on compte 10 à 20% de personnes hospitalisées en plus. À l'heure actuelle, la situation est encore relativement contenue à l'hôpital et les modélisations dont nous disposons, si elles prévoient une hausse importante de la tension hospitalière au cours des prochaines semaines, estiment que nous pouvons éviter la submersion à condition de poursuivre et d'amplifier nos efforts dans la vaccination, dans les gestes barrières et dans le pass sanitaire. Être au rendez-vous de ces impératifs est fondamental si nous voulons éviter de revivre ce que nous avons vécu lors des 3 premières vagues de l'épidémie et ce que nos voisins traversent à nouveau, nous le voyons malheureusement tous les jours. Nous avons de l'avance et nous ne sommes pas aujourd'hui dans la même situation que celle qu'ils vivent grâce aux mesures que nous avons prises très tôt et notamment le pass sanitaire dès cet été, grâce aux efforts qui ont été fournis par les Français, grâce à leur civisme, grâce à notre couverture vaccinale. Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur cette avance. L'enjeu, c'est de protéger les Français face à la vague en consolidant nos acquis et en renforçant notre organisation de manière à sauver les fêtes de fin d'année et à traverser l'hiver le mieux possible. C'est sur la base de ces objectifs que le Conseil de défense et de sécurité nationale s'est réuni ce matin avec un cap clair que je veux réitérer à nouveau. Ne pas avoir à en revenir à des mesures de jauge et encore moins à des mesures de fermeture, de couvre-feu ou de confinement dans notre pays. Des orientations claires ont été actées ce matin dans 3 directions. D'abord, le renforcement des mesures barrières et du port du masque en intérieur comme en extérieur, l'aération, l'ensemble des mesures barrières qui permettent de nous protéger vis-à-vis des contaminations. Ensuite, le renforcement du pass sanitaire pour mettre davantage de contraintes sur les non-vaccinés que sur les vaccinés. C'est notre logique, vous le savez, depuis l'allocution du président de la République le 12 juillet dernier. Enfin, l'accélération de la campagne de rappel vaccinal. Ces orientations et les mesures possibles seront présentées cet après-midi aux présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat et demain matin aux associations d'élus locaux. Il a par ailleurs été demandé aux différents ministres de concerter cet après-midi et demain matin chacun leur secteur sur ces orientations et sur les mesures que nous serons amenés à prendre. À l'issue de cette concertation, le ministre des Solidarités et de la Santé tiendra demain à la mi-journée une conférence de presse pour annoncer les mesures qui auront été retenues à la lumière de ces concertations et de ce travail. Vous le voyez, notre philosophie n'a pas changé. Nous prenons des décisions sur le fondement des recommandations sanitaires et en concertation avec les élus. Nous prenons nos décisions compte tenu de ce que nous avons appris des vagues précédentes, de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Nous prenons nos décisions enfin en suivant le cap fixé par le président de la République le 12 juillet dernier. Protéger, inciter et faire peser les contraintes sur celles et ceux qui ne prennent pas leurs responsabilités plutôt que sur les autres.
Le Conseil des ministres a également été l'occasion d'examiner plusieurs textes sur lesquels je reviens rapidement. D'abord, la ministre de la Culture a présenté une ordonnance relative qui complète la transposition d'une directive européenne relative aux droits d'auteur sur le marché. Gabriel Attal, en effet, qui confirme bien que 3 pistes sont étudiées pour casser la vague épidémique qui sévit actuellement en France, le renforcement des mesures barrières, le port du masque en intérieur et en extérieur. Des décisions sont attendues à ce niveau-là, renforcement du pass sanitaire également, puisqu'il faut, a dit le porte-parole, accentuer les contraintes sur les non-vaccinés. Et puis, on attend tous des annonces sur la 3e dose. Et bien, en effet, il y aura une accélération de ce rappel. Et comme vous nous le disiez, Damien, il y a d'abord consultation des élus locaux, des représentants des secteurs, donc des pharmaciens, des médecins, et on devrait avoir une conférence de presse demain. Oui, l'idée est effectivement de dire que le président ne décide pas seul dans le huis clos du Conseil sanitaire avec quelques ministres autour de lui. Il consulte la représentation nationale, notamment les acteurs des filières, ceux qui sont concernés. On peut d'ores et déjà rassurer les Français, pas de fermeture de restaurants, pas de fermeture d'établissements scolaires. Pas de jauge. Pas de jauge, exactement. Ça fait partie des informations importantes. Et pas de couvre-feu. Donc la tension épidémique ne le nécessite pas à ce stade. C'est le message qui est très clair. Les mesures annoncées il y a quelques semaines maintenant, l'instauration d'un pass, la campagne de vaccination, sont des outils qu'il faut activer au maximum avant, éventuellement, plus tard, de passer à un stade différent. Il va y avoir davantage de consultations, semble-t-il. Renaud Nedjaï, vous qui êtes donc pharmacien, d'abord, que pensez-vous de cette démarche? Est-ce que vous vous en félicitez? Et si vous étiez sollicité, que diriez-vous au service du ministère quand ils vont vous appeler? Que les pharmaciens seront au rendez-vous, c'est sûr, mais j'espère aussi que tous les professionnels de santé de ville seront au rendez-vous. Aujourd'hui, on a tous les vaccins en ville, on n'a plus de problème de conservation, on n'a plus de problème de logistique. Donc, les choses sont beaucoup plus fluides. Donc, on peut ouvrir le rappel, le 3e rappel à toute la population. Au-dessus de 18 ans, ça ne posera pour vous pas de problème majeur de logistique dans la médecine de ville? Je pense qu'il va falloir quand même suivre une espèce d'organisation, parce que si demain on a tout le monde qui arrive pour se faire vacciner, alors on a ça de fait toute 17 façon... millions de personnes, nous disait Nevin Potros tout à l'heure, si on l'élargit aux plus de 18 ans. Donc ça fait beaucoup de monde quand même. Mais vous savez, le vaccin grippe, c'est à peu près ce que l'on vaccine tous les ans en 2 mois, donc... rien. Vous savez faire. Inatteignable, donc on saura le faire. L'ensemble des professionnels s'engageront. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que la logistique est beaucoup plus simple et que l'on a les vaccins. Ce qui n'était pas le cas il y a, je le rappelle, 9 mois. Professeur Guidet, Gabriel Attal disait on veut accentuer les contraintes sur les non-vaccinés, sous-entendu ne pas pénaliser les vaccinés. L'un de vos confrères hier disait chez Tel Kriaf, il s'agissait du professeur Sebag, qu'il fallait passer à un pass vaccinal. Voilà, oublier le pass sanitaire avec la possibilité de faire des tests. Le problème du pass... Et puisqu'on veut donc contraindre les non-vaccinés, passer à un pass vaccinal. Qu'en pensez-vous? Alors l'Académie nationale de médecine a été favorable au pass vaccinal. La question, c'est comment on vérifie, quelles sanctions on applique aux non-vaccinés. Je trouve que le pass sanitaire est un moyen terme entre une obligation vaccinale et puis une préservation de la santé de la collectivité. Donc, ce qu'il faut, c'est absolument que ce pass sanitaire soit utilisé, exigé dans un certain nombre de lieux. C'est vrai qu'il y a un relâchement récent dans un certain nombre de restaurants, ça n'est plus demandé, etc. Donc, c'est un rappel à la règle de la bonne utilisation du pass sanitaire. Là, il a parlé d'un renforcement du pass sanitaire. Ça veut dire quoi? Ça peut passer par quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument l'exiger. On peut... Ah oui. Ah oui. Appliquer mieux ce qui est en vigueur. Contrôler davantage. C'est peut-être aussi conditionner le pass sanitaire, pour certaines catégories de la population, à l'administration du rappel. C'est ce qui est le cas. C'est ce qui est le cas pour les donc ça devient un pass vaccinal. Ça pourrait être le cas pour les 50 ans ou les plus de 40 ans. Peut-être. Alors, à terme, parce qu'après, il y a un petit décalage, mais bien sûr. Non, ce qui est très important, c'est que ces décisions doivent être mises en œuvre le plus rapidement possible. Il y a une course de vitesse. Et donc, on perd du temps là à faire des consultations? Non, 24 heures de consultation, ça paraît raisonnable. Et puis ça paraît normal et démocratique comme démarche. Et puis en termes d'acceptabilité des mesures, c'est bien. Mais il ne faut pas que ce soit sur des périodes longues. Alors qu'on va écouter les questions qui sont posées à Gabriel Attal, évidemment, sur l'actualité sanitaire. Lors de ce compte rendu, vous ne donnerez pas des annonces
qui ne sont pas complètement arbitrées. Quel est le sens politique de recevoir des associations d'élus, des parlementaires? Est-ce que c'est pour répondre notamment aux accusations de certains dans l'opposition qui disent qu'aujourd'hui, le président décide seul? Je vous ai donné les orientations que nous avons prises. Et je vous ai donné les orientations que nous avons aujourd'hui exclues. Et ce vers quoi nous ne voulons pas revenir. Ensuite, il y a des mesures qui sont possibles et qui vont être discutées en concertation avec les présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat cet après-midi et les représentants des associations d'élus demain matin. Le sens de cette concertation, c'est tout simplement de poursuivre notre action de concertation qu'on a engagée depuis le début de cette crise. Ces comités de liaison parlementaires, les associations d'élus, ont été réunis à de très nombreuses reprises. À chaque fois que nous avons eu à faire des choix importants et à chaque fois que nous avons été confrontés à une reprise forte de l'épidémie. Et pour ces enjeux, nous avons besoin d'une mobilisation collective, je le dis. Si nous voulons traverser l'hiver et si nous voulons atteindre notre objectif de sauver les fêtes de fin d'année, il faut une mobilisation collective. Des collectivités locales, évidemment, des élus, des professionnels de santé, des entreprises, des acteurs de la culture, de la restauration. Et c'est ça vraiment que nous voulons engager. C'est pour ça aussi que les différents ministres vont chacun concerter leur secteur. Elisabeth Borne aura des échanges avec les partenaires sociaux, d'autres ministres avec chacun leur secteur, parce que sur l'ensemble des sujets que j'ai évoqués, sur les orientations que j'ai données, par exemple sur le respect des mesures barrières, le port du masque en intérieur, évidemment que nous devons le faire en travaillant avec les entreprises, avec les établissements recevant du public. Quand on parle de l'accélération de la campagne de rappel vaccinal, évidemment qu'il faut avancer et travailler avec les élus locaux, dont vous savez qu'ils sont pleinement investis depuis le début dans la campagne de vaccination pour faire tourner des centres de vaccination et garantir que partout sur le territoire, les Français ont accès à la vaccination et en l'occurrence, c'est l'enjeu du moment, au rappel de vaccination. Donc c'est à la fois un enjeu de concertation pour finaliser, élaborer les mesures que nous allons prendre, mais c'est aussi un enjeu parce qu'encore une fois, pour atteindre notre objectif, pour maintenir notre avance et consolider nos acquis, on a besoin de continuer à avancer avec tout le monde. Je me permets juste d'abonder, consultation avec les élus, les maires centraux, pour rouvrir des vaccinodromes. Moi j'ai dit, vous savez, depuis plusieurs semaines, qu'il faut être extrêmement pragmatique et attentif à la situation dans chaque territoire. Vous avez aujourd'hui une vaccination qui s'est beaucoup déployée en ville, c'est-à-dire notamment chez les pharmaciens et chez les médecins libéraux. Vous avez des centres de vaccination qui continuent à fonctionner. Vous avez certains endroits où les centres de vaccination ont réduit leur voilure parce qu'il y avait moins de demandes de vaccination. Et puis des endroits où des centres de vaccination ont parfois même fermé. Et évidemment, il faut avoir une approche territoire par territoire et surtout un objectif qui est que, quel que soit le lieu où les Français résident, ils doivent pouvoir accéder au rappel de vaccination le plus facilement possible. Et c'est vers ça que nous allons continuer à avancer. Bonjour Monsieur le Ministre, Florian Tardif pour CNews Canal+. On sait que votre stratégie actuellement pour tenter de lutter contre cette 5e vague épidémique repose sur 2 outils, la vaccination et le pass sanitaire. Compte tenu de la situation épidémique actuelle, du fait que des personnes vaccinées se contaminent à nouveau, est-ce que vous allez modifier les modalités d'obtention du pass sanitaire et est-ce que vous estimez que cette situation épidémique remet en cause l'efficacité de ce pass sanitaire? D'abord, vous avez mentionné 2 outils, la vaccination et le pass sanitaire. Effectivement, j'en ai ajouté un troisième, j'en ai mentionné un troisième dans mon intervention, qui est évidemment le respect des gestes barrières et la question du port du masque, qui est évidemment centrale, y compris pour des personnes vaccinées, puisque nous le savons, la vaccination permet de réduire de manière importante le risque de transmettre le virus ou d'être contaminé, mais elle ne l'éteint pas totalement. Et donc il y a encore cette possibilité de pouvoir être contaminé. Il y a un très faible risque de faire une forme grave quand on est pleinement vacciné, mais il y a encore ce risque d'être contaminé. On a évidemment vu des exemples encore récemment. Et donc c'est pour ça que la question des mesures barrières, du masque, est aussi importante. S'agissant du pass sanitaire, je renvoie vraiment vers la conférence de presse que donnera mon collègue Olivier Véran demain à l'issue des concertations que nous allons mener. Donc ça ne remet pas en cause l'efficacité du pass pour l'instant? Moi je vous ai dit que, évidemment, que le pass sanitaire reste un outil central, que nous voulons même le renforcer. Et c'est ce qui est en train d'être décidé et ce qui sera annoncé demain. J'ai une petite question également sur la situation sanitaire. Il y a, et notamment Jean Castex en est l'illustration, des personnes qui se contaminent et qui ont pourtant reçu 2 doses de vaccin. Est-ce que vous avez des données épidémiologiques sur ces personnes qui ont été vaccinées et qui sont à nouveau infectées? De quel vaccin s'agit-il? Est-ce qu'il y aurait un vaccin moins efficace que les autres?
Je n'ai pas d'informations supplémentaires sur l'efficacité des vaccins autres que celles que nous connaissons, c'est-à-dire que l'ensemble des vaccins qui sont aujourd'hui validés, homologués par notre agence de santé européenne et notre agence française sont remarquablement efficaces. Ensuite, nous savons, ça a été établi depuis maintenant plusieurs mois, qu'en étant complètement vacciné, il y a encore un risque de pouvoir être contaminé et de transmettre le virus, même s'il est réduit. Il y a une étude de l'adresse, notamment, intéressante, qui a été remise la semaine dernière, qui atteste qu'il y a, je crois, 4 fois moins de risques d'être contaminé quand on est pleinement vacciné, et 9 fois moins de risques d'avoir une forme grave. Moi, je me fie aux études scientifiques qui sont remises. Ces études, elles montrent que quand on est pleinement vacciné, on réduit le risque d'être contaminé, de transmettre le virus, que malheureusement, on ne l'éteint pas totalement, ce qui montre qu'il faut continuer à être très vigilant sur les gestes barrières, sur les mesures barrières, le port du masque, même si, encore une fois, la vaccination est un progrès absolument remarquable et essentiel. Quand vous voyez aujourd'hui la dynamique de l'épidémie, quand vous voyez le nombre de contaminations que nous constatons, que nous avons encore constaté hier, si vous vous replongez 1 an en arrière, quand nous en étions à la 2e vague, que nous n'avions pas le vaccin, que nous n'avions pas le pass sanitaire, je pense qu'il aurait été assez improbable de pouvoir imaginer qu'avec une telle dynamique de l'épidémie et un tel nombre de contaminations, on aurait encore pu continuer à se rendre au cinéma, au théâtre, au restaurant. Ça, on le doit au vaccin, on le doit au pass sanitaire, parce que la réalité, c'est qu'ils nous permettent aujourd'hui de protéger l'hôpital et de ne pas constater la même dynamique à l'hôpital que celle que nous constatons sur les contaminations. Bonjour, Simon Le Baron de France Inter. Sur la vaccination des enfants, le gouvernement nous disait jusqu'à présent qu'il n'y aurait pas de décision avant le mois de janvier. L'Agence européenne du médicament doit remettre sa décision dans les prochaines heures. Ce sujet, je crois, a été discuté ce matin au Conseil de défense. Est-ce qu'il pourrait y avoir une décision sur la vaccination des moins de 12 ans plus rapidement que prévu ? Effectivement, le mois de janvier, ou plutôt le début de l'année 2022, a été abordée parce que la décision de l'Agence européenne du médicament devait intervenir en toute fin d'année. Elle interviendra finalement plus tôt que ce qui avait été annoncé par l'Agence européenne du médicament. Et vous savez qu'ensuite, c'est notre agence de santé qui doit se prononcer dans la foulée. Et à la suite de ce travail-là, nous prendrons une décision. Je n'ai pas de calendrier ou de date à vous annoncer aujourd'hui. Mais évidemment, dès lors que l'Agence européenne du médicament aura rendu son avis, notre autorité de santé sera saisie, remettra elle aussi un avis, et nous prendrons ensuite une décision dans la foulée. Si l'avis est favorable, le gouvernement suivra cet avis. Je dis que nous prendrons une décision dans la foulée, à la lumière de ce que nous aura recommandé notre autorité sanitaire. Merci. Valérie Astruc, France Télévisions. La Haute Autorité de Santé s'apprête à recommander le rappel pour tous les Français de plus de 18 ans. Et s'apprête aussi à recommander le raccourcissement du délai du rappel de 6 à 5 mois après la 2e vaccination. Est-ce que vous allez suivre ces pistes-là, sachant qu'elles ne sont pas encore effectivement rendues publiques ? Je vous parlais à l'instant des orientations qui ont été actées ce matin en Conseil de défense. Et parmi ces orientations, la 3e que j'ai évoquée, c'est l'accélération de la campagne de rappel vaccinal. Les pistes que vous évoquez, que vous relayez, font évidemment partie des mesures qui peuvent nous permettre d'accélérer la campagne de rappel vaccinal dans notre pays. Et c'est ça qui va être discuté avec les présidents des groupes parlementaires et les associations d'élus entre aujourd'hui et demain matin. Une autre question qui n'a rigoureusement rien à voir. Est-ce que vous confirmez l'existence d'une mission secrète de renseignement menée par la France en Égypte, mission ayant pu provoquer des frappes aériennes contre des civils ? Vous savez, l'Égypte est un partenaire de la France avec lequel, comme beaucoup d'autres pays, nous entretenons des relations dans le domaine du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. C'est une posture assumée au service de la sécurité régionale. Voilà, donc Gabriel Attal interrogé, qui ne lâche pas beaucoup plus d'informations par rapport à ce qu'il dit tout à l'heure, même si, à l'instant, Valérie Nataf, il a semblé confirmer à demi-mot sur la 3e dose que c'était effectivement une piste très très chaude et qui pourrait suivre les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Oui, Olivier Véran avait même eu une forme de lapsus hier. Il avait dit qu'il était entendu que cette dose de rappel devait s'appliquer plus largement. Donc, vraisemblablement, on y va. Il a introduit là une notion de tension et d'appel, d'incitation à la vaccination qui est « il faut sauver les fêtes de fin d'année ». Les termes sont choisis, on comprend, on avait déjà eu ça l'an dernier, rappelez-vous, c'était Jean Castex qui avait appelé à être raisonnable, on avait appelé au civisme des Français. Les mêmes mots reviennent aujourd'hui et nous ne sommes qu'à fin novembre.
Docteur Nadjahi, les mesures à l'étude, en effet, il l'a confirmé, Gabriel Attal, c'est l'extension, l'élargissement de cette troisième dose. Est-ce qu'il faut changer la stratégie vaccinale, sachant qu'on a moins de centres de vaccination, et étendre à plus de Français? Ça veut dire qu'on passe à 17 millions de personnes, je crois, qui seraient éligibles dans les prochaines semaines. Écoutez, plus nombreux on est, mieux ça se passera, évidemment. Mais aujourd'hui, les centres de vaccination, pour la plupart, ont fermé pour la vie courante. C'est ce qui est normal. Je redis encore une fois que je suis certain que les professionnels de santé de ville, médecins, pharmaciens, infirmiers et tous les autres, qui sont autorisés aujourd'hui à faire cette vaccination de rappel, vont s'engager et le feront et lèveront le défi. Il y a eu aussi, professeur Guidez, il y a quelques instants, un moment un peu de flottement sur la question des enfants, parce que visiblement, l'avis va intervenir plus tôt que prévu, et alors qu'on pensait plutôt que ce serait pour janvier, ça pourrait intervenir plus tôt que prévu. Quel est votre sentiment là-dessus, votre opinion? Est-ce qu'il faut l'élargir pour réduire la circulation du virus? Ce qui est difficile, c'est que les enfants ne font pas de forme grave, sauf exception. Et donc, on est plutôt dans une approche collective. Donc moi, je maintiens que la priorité, c'est effectivement que tout le monde soit vacciné parmi les adultes et que la troisième dose soit appliquée le plus rapidement possible. Après, parmi les enfants, il faut regarder, avoir un peu de recul sur ce qui a été fait aux États-Unis, en Israël, etc. Et peut-être privilégier des enfants à risque, comme ce qui est fait aux États-Unis, effectivement. Ça ne peut pas mettre un coup d'arrêt à la circulation. Je lisais un chiffre ce matin. Oui. En Autriche, on dit que le taux d'incidence chez les enfants est de 4500. 4500. Oui, oui. Donc, non, mais la question se pose vraiment. Après, il y a la question de l'efficacité et puis la question de l'innocuité. Donc, il y a toujours une certaine prudence quand on s'adresse à des enfants. On a un recul sur les États-Unis. Oui, c'est ça. Il n'y a eu aucun effet secondaire sur les enfants pour l'instant. Donc on sait que quand il doit y avoir des effets secondaires, en gros, c'est dans les premiers jours et premières semaines, c'est pas au-delà du premier mois, et que les données que l'on a venant des États-Unis sont très rassurantes. Évidemment, Valérie, politiquement, c'est sensible parce qu'on voit qu'il y a une grosse réticence quand même à la vaccination des enfants. Il y a eu des débats, et on en les a largement commentés ici, sur la vaccination des adultes. Les enfants, c'est totalement autre chose. Et peut-être n'y aura-t-il pas, si le gouvernement devait décider de cette vaccination pour les enfants, peut-être sous forme d'incitation et non pas d'obligation, ce qui permettrait d'éviter des crispations à 4 mois de la présidentielle. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de consultations sur ce sujet très très sensible. Je le suppose. Je le suppose. Le sujet est vraiment très compliqué. Il y a une forme un peu éruptive. Je ne parle même pas des Antilles où c'est tout à fait différent. On ne peut pas comparer. Mais la question des enfants, y compris chez des gens qui étaient très prompts à aller se faire vacciner, est plus compliquée, me semble-t-il, dans les familles. Christophe Prudhomme, on a entendu, donc c'est Olivier Véran qui fera une conférence de presse demain à la mi-journée pour donner la feuille de route du gouvernement. Ce qu'on a entendu, c'est ce qui ne sera pas validé, c'est-à-dire pas de confinement, pas de couvre-feu, pas de jauge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, d'ici à la fin de l'année, on laisse les meetings politiques se dérouler comme aujourd'hui, on n'interdit pas les fêtes. Si on ne fait pas de jauge, ça veut dire qu'on continue à vivre normalement. Vous savez, il faut prendre en compte la santé de l'ensemble des Français. Les conséquences de l'épidémie, ce ne sont pas que les patients atteints du Covid et la mortalité liée au Covid. Ce sont tous les autres patients et la santé globale de la population. Vous savez que les jeunes étudiants vont très très mal. C'est une catastrophe. 2 ans sans pouvoir se projeter dans l'avenir avec des conditions d'études qui ne permettent pas d'avoir son diplôme. Alors pour les étudiants en sciences de la santé, c'est une catastrophe. Les jeunes infirmières qui arrivent en poste aujourd'hui ont l'impression de ne pas avoir les compétences parce qu'on leur a demandé de remplacer le personnel manquant et elles n'ont pas eu de formation pendant ce temps-là. Donc il faut prendre l'ensemble des choses. Il n'y a pas de catastrophe, il faut être inquiet, mais il faut un équilibre entre l'inquiétude et la réalité de la situation. Et vous savez, en santé publique, au-delà de tout ce qu'on peut dire, la politique politicienne à quelques mois des présidentielles, la santé publique, c'est avant tout gagner la confiance pour que les mesures soient prises en compte par l'ensemble de la population. Et il faut éviter les zones de friction. On voit ce que ça donne aux Antilles. Donc attention, et en particulier pour les enfants. Après, c'est une question de principe de réalité. Comme le disait mon collègue, oui, aujourd'hui, il faut mobiliser les pharmacies parce qu'ils ont montré qu'ils étaient capables, depuis des années, d'organiser la vaccination contre la grippe. Donc, il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut bien utiliser les moyens. On est à la limite en termes de moyens.
Alors donc qu'on si va on entendre n'utilise pas bien justement les une moyens, réponse sur ça les écoles. va être difficile. Donc, Gabriel ne lançons Attal. pas une grande campagne de vaccination. Gabriel Attal sur les écoles. Cette épidémie, ce que je vous dis en revanche, c'est quels sont nos objectifs. Et je redis, vous avez répété, c'est pas la peine que je les répète, les objectifs que j'ai rappelés à l'instant s'agissant de notre gestion de l'épidémie, dans la droite ligne de ce que nous faisons depuis l'arrivée de la vaccination et depuis l'allocution du président de la République le 12 juillet avec le pass sanitaire, c'est encore une fois de nous appuyer sur la vaccination et le rappel vaccinal, sur le pass sanitaire, sur les gestes barrières, précisément pour ne pas avoir à en revenir à des mesures qui impactent la vie collective. Voilà. Maintenant, je peux pas j'aimerais pouvoir vous dire que dans X semaines ou dans X mois, j'exclus que nous prenions telle décision. Malheureusement, ce serait, je le dis, ça ne serait pas sérieux de ma part que de vous répondre. Mais ça ne doit pas non plus conduire, parce que ça aussi je l'observe en tant que porte-parole maintenant, quand je n'exclus pas quelque chose, à considérer que ça devient quelque chose qui est sérieusement envisagé. Voilà, la nuance n'est pas forcément simple pour tout le monde, mais je pense qu'il faut essayer d'être le plus précis et le plus fidèle à ce que nous disons et à ce que nous envisageons. Deuxième question, s'il vous plaît. On a constaté quand même chez les Français une certaine fatigue, évidemment, concernant toutes les mesures sanitaires. Fatigue et parfois colère vis-à-vis de certaines vidéos qui émergent et qui montrent quelques écarts de membres du gouvernement. Est-ce que, à la lumière de ces éléments, est-ce que le gouvernement est inquiet de l'acceptabilité par les Français de nouvelles mesures qui seraient prises demain ? D'abord, évidemment, qu'il y a une lassitude très forte des Français vis-à-vis de cette épidémie. Moi, je me déplace régulièrement partout sur le territoire national. Je le constate en échangeant avec les Français. Évidemment qu'il y a une lassitude, qu'on en a tous marre, on peut parfois avoir le sentiment qu'on n'en verra jamais le bout. Ça, c'est très largement partagé par l'ensemble des Français. Je ne connais pas de Français qui sont satisfaits, entre guillemets, de devoir vivre avec ce virus. Et je dis ça vaut pour tous les Français, ça vaut pour tout le monde dans le monde, puisque le monde continue à être confronté à cette épidémie. On a des progrès qui ont été enregistrés, encore une fois, grâce à la vaccination. On constate qu'on traverse chaque vague, je le crois profondément, un peu mieux que la précédente, précisément parce qu'on renforce nos outils et parce que grâce à la vaccination, on peut aujourd'hui éviter d'en revenir à des mesures qui ont très fortement et très gravement impacté la vie collective des Français. Mais oui, il y a cette lassitude que j'entends parfaitement. S'agissant ensuite du gouvernement, nous avons évidemment à être scrupuleux. Nous avons évidemment, comme tous les Français, un devoir, une responsabilité de vigilance. Et je crois que nous avons en plus de cela, évidemment, un devoir d'exemplarité. Vous évoquez des images ou des scènes qui sont relayées sur les réseaux sociaux. Moi, ce que je veux rappeler simplement, c'est que pour l'ensemble des événements, des rendez-vous qui sont organisés par les ministres ou dans les différents ministères, il y a une demande qui est très claire du président de la République et du Premier ministre, c'est de respecter scrupuleusement les règles et les protocoles sanitaires. Aujourd'hui, les règles et les protocoles sanitaires qui s'appliquent prévoient, je vous dis aujourd'hui, même à l'heure à laquelle je vous parle, prévoient que dans les lieux ou les rassemblements soumis au pass sanitaire, vous pouvez retirer le masque. C'est aujourd'hui les règles telles qu'elles existent. Et c'est les protocoles qui sont appliqués. Maintenant, évidemment que lorsqu'il y aura des évolutions sur ces règles, elles seront évidemment appliquées aussi par les ministères. Si vous avez des questions plus précises sur des réunions qui ont eu lieu, sur le respect des protocoles dans le cadre de ces réunions, je vous invite vraiment à les poser aux différents ministères qui ont pu organiser des réunions et qui vous donneront tous les éléments. Mais encore une fois, moi je rappelle l'exigence très claire du président et du Premier ministre, c'est le respect des protocoles sanitaires, évidemment dans tous les événements auxquels participent les membres du gouvernement. Bonjour Monsieur le Ministre, Agathe Lambray pour BFM TV. Une question sur Nicolas Hulot, à nouveau accusé de viol. Il annonce... La question de l'exemplarité politique, Valérie Nataf, qui vient d'être abordée, c'est une polémique qui a pris de l'ampleur depuis hier, depuis avant-hier. C'est pour ça qu'il y répond plus spécifiquement qu'hier, le porte-parole. Oui, d'abord parce qu'il y a eu ces images, je ne crois pas révéler de secret, en disant que c'était des images d'une réception au ministère des Outre-mer, avec beaucoup, la totalité des gens sans masque, et on y voyait Jean Castex, me semble-t-il, sans masque. Jean Castex, nous dit-on, a été contaminé par sa fille. Le relâchement, il est dans toutes les couches de la société, la nôtre, chez nos proches, dans les rédactions, on le voit partout. La différence, c'est que nous ne sommes pas filmés, nous, 24 heures sur 24. Donc, évidemment, la question de l'exemplarité, elle est très forte en ce moment, parce que les Français qui en ont marre, le porte-parole du gouvernement vient de le dire moins familièrement que moi,
on se demande toujours si moi je fais des efforts, pourquoi est-ce que mon voisin n'en fait pas? Et si mon voisin est en plus un élu, un maire, un ministre, un Premier ministre, c'est évidemment ce sentiment d'injustice. Je vous rappelle que le fronton des mairies, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est souvent liberté, égalitarisme, fraternité. Donc il y a ce sentiment très français que je suis prêt à consentir à des efforts si tout le monde est prêt à consentir aux mêmes efforts. Alors, c'est directement lié d'ailleurs. Il y a l'exemplarité, puis il y a l'acceptabilité. On lui posait la question à Gabriel Attal. Il y a aussi une campagne et une élection dans 5 mois. Et là, il sait très bien qu'il ne faut pas se rater, le président. Non, mais jusqu'à présent, alors, à moins d'être démenti, le Conseil constitutionnel stipule que l'accès, par exemple, au meeting ne sera pas soumis au pass sanitaire parce que ce serait un frein à la démocratie. Alors qu'il y ait des masques dans des etc. Pardon. Pays, et est-ce que vous pouvez éclaircir ces propos? Est-ce que des mesures pourraient concerner uniquement les non-vaccinés dans les prochaines semaines? Oui, je faisais référence aux personnes, je crois qu'elles sont près de 6 millions, qui n'ont pas encore, je l'espère, fait le choix de la vaccination. Et je dis pas encore parce que nous avons constaté à la suite de la dernière allocution du président de la République qu'il y avait une augmentation des premières doses, des prises de rendez-vous pour des premières doses, c'est-à-dire des Français qui, depuis près d'un an que la vaccination se déploie dans notre pays, un peu moins en réalité pour les moins âgés, font le choix aujourd'hui, je pense parce qu'ils voient aussi que la situation sanitaire se dégrade, d'aller se faire vacciner. Et évidemment qu'il faut le saluer. Moi, je peux entendre qu'il y ait des Français qui aient pu avoir des doutes ou des inquiétudes. Je dis qu'on a maintenant un recul suffisamment important, un nombre de vaccinations suffisamment importantes qui ont eu lieu pour confirmer à la fois que le vaccin est redoutablement efficace et ensuite qu'il n'y a pas de risque à faire cette vaccination. Donc que des Français aujourd'hui fassent le choix d'aller se faire vacciner, un choix qu'ils n'avaient pas fait avant, évidemment que je le salue. Je crois que dans les jours qui ont suivi l'allocution du président de la République, c'est une augmentation de 20% des premières injections. On partait de bas, évidemment, puisqu'il y en avait beaucoup moins. Mais c'est quand même à saluer et à souligner. Ensuite, je vous ai dit que dans les 3 orientations que nous avons actées, celle du renforcement du pass sanitaire avait comme logique, effectivement, d'avoir un pass sanitaire qui est plus sécurisant. Ça veut dire qu'on va continuer à augmenter les contrôles. Vous savez, Gérald Darmanin est intervenu sur ce sujet-là, qu'on a augmenté nos contrôles qui permettent d'attester que le pass sanitaire est bien requis et demandé dans les lieux où il est aujourd'hui nécessaire. On va continuer à augmenter ces contrôles. C'est aussi l'enjeu des concertations qui auront lieu cet après-midi par les différents ministres avec les différents secteurs. On a besoin d'eux pour que le pass sanitaire puisse être utilisé partout où il est aujourd'hui nécessaire. Moi, je le dis vraiment aux responsables des restaurants, des bars, de tous les lieux où le pass sanitaire est aujourd'hui nécessaire. Utilisez le pass sanitaire. Demandez le pass sanitaire à vos clients. Parce que c'est en faisant respecter nos règles, c'est en étant extrêmement scrupuleux que nous parviendrons à tenir et à sauver les fêtes de fin d'année. Et donc évidemment, dans le renforcement des règles du pass sanitaire qui est envisagé, il y a évidemment ce souhait de continuer à aller plus loin et de ne pas faire peser la contrainte sur les Français qui se sont fait vacciner et qui ont leur pass sanitaire, mais plutôt sur ceux qui ont fait le choix de ne pas se faire vacciner dans notre pays. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Une question, Christophe Prudhomme, sur ce qu'on vient d'entendre à l'instant. Renforcer la contrainte sur les non-vaccinés. Au mois d'août, ici même, vous disiez, le bâton, ça ne marche pas. Et il a rappelé les chiffres, plus 20%, alors que le président avait juste dit qu'il allait s'exprimer. Est-ce que finalement, vous nous dites aujourd'hui, bah oui, peut-être, ils ont raison et le bâton, ça marche un peu? Non, enfin, le bâton. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une large acceptation de la vaccination là, dans la population. Ce qu'il faut, c'est qu'on gagne, effectivement... Mais grâce au pass sanitaire que vous dénonciez à l'époque? Non, mais le pass sanitaire en tant que tel, la vaccination est efficace. Mais là, il y a quand même un problème. Si on a un pass sanitaire au moment de Noël qui impose aux plus de 65 ans la 3e dose, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller voir leurs petits-enfants parce qu'ils n'ont pas eu la 3e dose, enfin, ça va être très compliqué à gérer. Hein. Moi, les mesures, ce que je constate quand on discute avec les patients, c'est qu'il faut les rassurer. Là, vous voyez, Gabriel Attal, il a un mot qui n'est pas bon. Il y a
zéro risque avec le vaccin. Parce qu'il n'y a aucun risque. Non, il ne faut pas dire ça. C'est-à-dire que le rapport bénéfice-risque est très favorable. Parce qu'il y a quand même des gens qui, aujourd'hui, ont quelques effets secondaires. Alors, effectivement, ils sont en nombre très limité. Pour être précis, il a quand même rappelé le taux, c'est 1,8 pour 1000 pour les 3 doses. Il n'a pas dit 0. Mais le problème, c'est que dans la médecine, c'est jamais 100%, c'est jamais blanc et noir. Donc, le problème, c'est qu'à partir d'un cas où il y a un effet secondaire qui est catastrophique, ça prend des proportions avec les médias et les réseaux sociaux qui sont très contre-productifs. Donc il faut être rassurant, il ne faut pas dire qu'il y a zéro risque avec le vaccin. Le vaccin est une arme efficace, mais elle n'est pas efficace à 100%, on l'a vu. Il y a quand même un minimum de risque. Et d'ailleurs, on se pose la question pour les jeunes enfants, il faut qu'on ait suffisamment de recul pour savoir si le bénéfice-risque d'une vaccination de masse pour les enfants est réaliste, sans que ça provoque de réaction. Donc moi, je reste sur une stratégie de confiance, c'est-à-dire que oui, avec une pression, mais une pression bienveillante, parce qu'on voit bien ce que donnent les mesures très coercitives dans un certain nombre de pays et dans 2 départements français aujourd'hui, où c'est quand même compliqué. Donc, l'équilibre, vous voyez, je ne suis pas de ceux qui pensent que les interventions martiales du président de la République règlent tout. Il faut qu'il y ait le débat, et d'ailleurs, là, le gouvernement reconnaît qu'il faut quand même poursuivre le débat, convaincre, parce que qui est sur le terrain aujourd'hui? C'est sûrement pas le gouvernement qui n'a plus aucun outil pour organiser les centres de vaccination. Donc il faut bien qu'il ait une discussion avec les gens qui vont faire sur le terrain, qui soient convaincus de faire avec leurs difficultés. Par exemple, aujourd'hui, eh bien, il faut qu'il y ait un débat pour qu'il n'y ait plus cette opposition entre certains médecins et les pharmaciens sur la vaccination, que là, l'autorité du président dise ça suffit maintenant, les petites guéguerres là, de chacun dans son camp, c'est des guerres picocolines, quoi. Moi, je suis pour que les pharmaciens vaccinent. Ils ont tout à fait la possibilité de vacciner, sauf qu'une partie de mes collègues, à qui on ne dit rien, s'opposent à ce que les pharmaciens jouent tout leur rôle dans cette bataille. On a besoin de tout le monde. Voilà. Les choses évoluent favorablement. Heureusement. Et tant mieux, les pharmaciens. Je voudrais revenir quand même sur l'essentiel qui a été dit. Un grand nombre de personnes âgées ne sont pas aujourd'hui vaccinées. Donnez-nous les moyens de les vacciner, faire de l'aller vers. Aujourd'hui, on a eu le courage de libérer un certain nombre de carcans depuis 2 ans. Ouvrons le carcan de aller vers. C'est-à-dire parce qu'il y a 6 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées. Pour qu'on puisse aller à domicile, sur demande, pour faire une vaccination à domicile. Remplacer finalement les médecins généralistes qui aujourd'hui se déplacent de moins en moins. Mais il n'y a pas besoin d'un médecin pour aller vacciner quelqu'un à domicile, ça peut être un... On ne remplace pas, on fait avec, on accompagne, on est tous au front. Vous seriez prêt à aller à domicile chez les personnes âgées pour pouvoir leur administrer le vaccin? Je l'ai déjà fait. Et s'il y a la possibilité pour rendre service, oui. Et deuxième élément, on ne se vaccine pas que pour soi, mais aussi et essentiellement pour les autres. Parce qu'on parle de ces 6 millions de personnes. Mais quelle est la part de personnes âgées, puisqu'il s'agit beaucoup de personnes âgées, qui n'y vont pas parce qu'elles ont peur, et quelle est la part qui n'y vont pas parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer, ou parce que voilà. C'est toujours la question. Il y a beaucoup de personnes qui ne se déplacent pas parce qu'ils ont peur d'attraper la maladie en se déplaçant. Donc, ils refusent de sortir, ils se nourrissent moins bien, ils se soignent moins bien. Donc tout ça, et on le voit tous les jours, on a des demandes croissantes de dispensation à domicile des médicaments. Donc on va au domicile pour porter... En même temps qu'on emmène les médicaments, on vaccine. Dispenser. Et en même temps, on pourrait vacciner. Enfin, il n'y a pas... Donc c'est juste quoi? Il faut juste que vous ayez l'autorisation. Réglementation, c'est réglementaire. Facilitons. On a fait beaucoup de choses. Et bravo, parce qu'il y a eu des facilitateurs, et ben faut continuer à accélérer. Et on va continuer à débriefer, bien sûr, ces déclarations du porte-parole du gouvernement. Écoutez ce qu'il a dit, les grandes pistes à l'étude avant la conférence de presse de demain. La situation épidémique se dégrade très nettement. Il y a quelques jours, je parlais d'un début de vague fulgurante, et cela se confirme, avec un taux de reproduction du virus, le fameux R, qui est estimé aujourd'hui à 1,6 et qui devrait très probablement continuer à augmenter dans les prochains jours et les prochaines semaines. Le nombre de cas quotidiens augmente de près de 80% en une semaine et s'établit aujourd'hui autour de 20 000 cas par jour en moyenne. Hier, plus de 30 000 cas positifs ont été relevés, un nombre comparable à celui observé au plus haut de la 4e vague.
Le taux d'incidence national s'élève à 191 pour 100 000 habitants et devrait dépasser les 200 d'ici demain ou après-demain. Il est supérieur à 100 dans 93 départements et déjà supérieur à 200 dans 34 départements. Le risque d'hospitalisation est de 53 pour 1000 pour un non-vacciné. Il chute à 9,6 pour 1000 pour un vacciné 2 doses et il chute à 1,8 pour 1000 pour un vacciné 3 doses. Cela confirme une nouvelle fois l'efficacité de la vaccination et l'efficacité du rappel. À l'hôpital, le flux d'hospitalisation a augmenté de 40% sur la dernière semaine et l'on compte 10 à 20% de personnes hospitalisées en plus. À l'heure actuelle, la situation est encore relativement contenue à l'hôpital et les modélisations dont nous disposons, si elles prévoient une hausse importante de la tension hospitalière au cours des prochaines semaines, estiment que nous pouvons éviter la submersion à condition de poursuivre et d'amplifier nos efforts dans la vaccination, dans les gestes barrières et dans le pass sanitaire. L'enjeu, c'est de protéger les Français face à la vague en consolidant nos acquis et en renforçant notre organisation de manière à sauver les fêtes de fin d'année et à traverser l'hiver le mieux possible. Des orientations claires ont été actées ce matin dans 3 directions. D'abord, le renforcement des mesures barrières et du port du masque en intérieur comme en extérieur, l'aération, l'ensemble des mesures barrières qui permettent de nous protéger vis-à-vis des contaminations. Ensuite, le renforcement du pass sanitaire pour mettre davantage de contraintes sur les non-vaccinés que sur les vaccinés. C'est notre logique, vous le savez, depuis l'allocution du président de la République le 12 juillet dernier. Enfin, l'accélération de la campagne de rappel vaccinal. Voilà donc pour ces annonces du porte-parole du gouvernement. Vincent Trémollet de Villers et Maurice Safran sont là pour le face-à-face. On va commencer avec ça, naturellement. On note, Maurice, que les grandes annonces précises, ce sera demain Olivier Véran, conférence de presse. Il a donné les pistes il y a quelques instants, le porte-parole. Et surtout, il a voulu souligner, regardez, on prend 24 heures pour discuter, pour concerter, pour voir avec tout le monde ce qu'on peut faire. C'est une démarche nouvelle. Pourquoi il fait ça, le président ? Je crois qu'il fait ça parce qu'il se rend compte que psychologiquement, pour les Français, là, c'est peut-être l'épreuve la plus compliquée depuis le début, puisqu'on pensait tous, peu ou prou, qu'avec la vaccination et la réussite vaccinale de la France, on pensait qu'on était grosso modo sorti d'affaire. Et là, on vient de se rendre compte que ce n'est pas le cas, avec des chiffres extrêmement spectaculaires. Et depuis 48 heures, il suffit de parler avec les uns et les autres, dans les familles, les amis, les collègues de bureau, etc., pour se rendre compte que la psychologie, elle a changé depuis 2-3 jours. On se rend compte tout d'un coup qu'on n'est pas sorti d'affaire. Donc ça, c'est très compliqué. Ensuite, il a été assez clair. Je ne pense pas qu'Olivier Véran nous en dise beaucoup plus demain. Ah, vous pensez ? Ils appuient, il a exclu le reconfinement, oui, clairement. Il a exclu les jauges. Il a exclu les jauges. Il a exclu le couvre-feu. Donc, effectivement, il reste 3 points. Alors, 3 points sur lesquels demain le ministre de la Santé va revenir en détail. 1, retrouver les gestes barrières. C'est tout à fait vrai. Je suis tout à fait dans ce cas que depuis cet été, une grande majorité de Français s'étaient laissés aller sur les gestes barrières. Le renforcement du pass sanitaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, effectivement, on attend les explications de Véran. Est-ce que c'est l'inscription de la 3e dose pour ceux qui auront le droit à cette 3e dose là, dans les jours et les semaines qui viennent? Et il faut bien voir qu'en insistant sur le renforcement du pass sanitaire, il exclut le pass vaccinal. Absolument. En creux, sans le dire. Et puis la 3e chose, c'est le renforcement de la campagne pour la 3e dose. Donc sans doute qu'il annoncera demain que ça sera ouvert dès le 1er décembre pour les plus de 50 ans. Vincent. Oui, la très grande difficulté devant laquelle est le gouvernement, c'est de restaurer dans les esprits l'idée d'un paradigme covidien de l'existence qui a disparu, en tout cas qui s'est estompé dans beaucoup de nos esprits. Et pourquoi ? Parce que la vaccination était devenue l'acte à la fois médical mais presque aussi symbolique et rituel qui permettait de sortir de cette inquiétude. Je crois que le fait de voir le Premier ministre doublement vacciné en possession d'un pass sanitaire attraper le Covid... Par sa fille. Installe l'idée d'une fragilité de cette protection. Donc c'est après difficile de la vendre comme étant protectrice.
Je ne dis pas qu'elle n'est pas protectrice, mais elle l'est moins que ce qu'on croyait. Donc il y a eu des affirmations sur la transmission qui se sont révélées fausses. On l'avait vu par un certain nombre d'études, mais là on le voit, ça se cristallise politiquement. Ensuite, dans les propositions, les décisions que va prendre Olivier Véran demain, j'en vois. Alors le masque en extérieur, c'est absurde. C'est-à-dire que ça n'a qu'un seul objet, c'est de rappeler aux gens de façon physique qu'ils sont dans une épidémie, puisque ça n'a pas de validité sanitaire, il y a un consensus scientifique là-dessus, sauf si vous êtes dans un marché de Noël où vous êtes compressés les uns contre les autres. Et le point intéressant, puisque la 3e dose, à mon avis, vont l'ouvrir à tout le monde, c'est renforcement du pass sanitaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que si on veut renforcer le pass sanitaire, il y a quoi comme lieu ? Il y a les lieux où on travaille. L'Italie a fait ça, mais au prix d'une révolte sociale très très importante, et je ne crois pas que le gouvernement ira jusque-là. Et sinon, il y a le confinement des non-vaccinés, on nous pensait sur 2 pages. Je ne vois pas bien ce que signifie cette formule, on le verra demain, renforcement du pass sanitaire, parce qu'il est déjà au taquet de ce qui pouvait être. Oui. Alors c'est peut-être simplement le conditionnement à la 3e dose à 65 ans, ce sera peut-être à partir de 50 ans, peut-être il y aura un jeu sur le prix des tests, je ne sais pas. Mais apparemment ils ne savent pas non plus, sinon ils nous l'auraient dit tout à l'heure. Voilà. Non mais on est dans une situation extrêmement curieuse et extrêmement paradoxale. Il semble évident que le président de la République, quand Vincent dit les décisions que va prendre Véran, non. Oui, les décisions que va prendre Macron, que va annoncer Véran, prises par Macron. Voilà. Ça, c'est et peut-être contre l'avis de Véran, d'ailleurs. Ça s'est déjà vu. Contre l'avis de Véran. Je ne pense pas du tout que le président soit prêt à annoncer une mesure qui, sans doute, en plus, serait inconstitutionnelle en France, de confiner ceux qui ne sont pas vaccinés. Il y a une rupture d'égalité là qui est tellement criante qu'à mon avis, ça ne passerait pas. Le problème, c'est que moi, je reste absolument sidéré par un sondage la semaine dernière où 59% des Français, c'est beaucoup, 59, sont favorables à cette mesure, disent être favorables à cette mesure. Donc on a, à la limite, un président de la République qui est moins répressif, entre guillemets, que 59% des Français. On est dans une situation tout à fait paradoxale. Et il y a un élément, j'allais dire presque, oui, je le dis, malsain dans cette histoire et dans l'utilisation de cet objet qu'est le pass sanitaire, c'est-à-dire qu'il a, au départ, c'est un but de déclencher la vaccination. Le but du pass sanitaire, c'est que les gens aillent se faire vacciner. C'est une espèce, voilà. Et c'est devenu une forme d'objet social que celui qui possède cet objet social considère qu'il a des droits supérieurs à celui qui ne l'a pas et veut les conserver. Et il y a évidemment une tentation politique de jouer là-dessus, en se disant de toute façon j'aurai la majorité avec moi, donc je peux pousser le curseur un peu plus loin. Mais il ne faut pas aller trop loin non plus. C'est là où le jeu d'équilibriste est quand même assez compliqué. C'est exactement la même chose sur le plan politique dans le traitement de la dramaturgie covidienne. C'est-à-dire que Emmanuel Macron pourrait profiter d'un retour de l'épidémie si elle n'est pas trop intense, puisqu'il est l'homme pivot de cette histoire, celui qui prend les décisions pour notre vie quotidienne, mais pourrait subir un revers politique important si la situation devenait vraiment très critique, parce que justement, il nous avait dit qu'elle était quasiment surmontée. Donc là, c'est pour l'exécutif, c'est un moment extrêmement sensible, où c'est peut-être pour ça qu'il y a ces 24 heures d'ailleurs de délai avant l'annonce des décisions, parce que on sent très bien que un rien peut faire basculer d'un côté ou de l'autre. Il y a d'ailleurs un sujet dans le sujet qui est encore plus sensible sans doute que tous les autres et sur lesquels on a senti tout à l'heure Gabriel Attal un petit peu hésitant, et peut-être que c'est aussi là-dessus qu'on prend le temps de consulter, c'est le sujet des enfants. La vaccination des enfants, on vient d'y passer en Israël, aux États-Unis, il y a déjà 3 millions d'enfants qui sont vaccinés. Évidemment, Maurice, ça, ce serait une symbolique très très forte si le gouvernement et le président décidaient demain de franchir ce cap-là. Alors, c'est une symbolique très forte. On ne sait pas pour l'instant ce qu'en pensent les Français. Il n'y a pas de... Voilà. Et effectivement, il y en a certains qui expriment, certains qui sont vaccinés d'ailleurs, qui ont accepté eux d'être vaccinés, qui expriment une très forte réticence pour les enfants. On est dans une situation extrêmement perturbante et curieuse. Parce qu'on a un Premier ministre, qui sans doute a été contaminé par sa fille de 11 ans, très bien. Dans ma famille, j'ai un neveu qui sans doute a contaminé ses propres enfants,
encore plus jeunes. Donc les questions se posent dans tous les sens. Ouais. Les questions se posent dans tous les sens. Et effectivement, là, il y a une vraie inquiétude chez les Français. Alors, c'est également extrêmement curieux parce que les enfants de ma génération ont été poussés à la vaccination par leurs parents dans des conditions absolument terribles. C'est des piqûres qui faisaient un mal atroce, etc. Tous les parents étaient pour la vaccination. Donc il y a un vrai changement là qui s'est créé où on voit que les parents sont très inquiets sur cette question de la vaccination. Moi, je pense que pour les enfants et pour tout le monde, en fait, il faut que l'exécutif réponde à une question qui naît nécessairement dans tous les esprits, qui est, puisque le vaccin n'empêche pas la transmission, si je n'ai pas de risque de cas graves, en quoi le vaccin est-il un geste altruiste? C'est ça le théorème, c'est ça la question que les gens se posent. Au mois de juillet, quand le président de la République est venu à la télévision, il a dit « vaccinez-vous pour les autres ». Si vous vous vaccinez, le virus ne passera pas par vous, c'est ça que ça signifiait. Maintenant, on sait que même vacciné, on peut être porteur et on peut contaminer. Un peu moins quand même. Alors voilà, alors il y a des réponses, mais il faudrait qu'il y ait des réponses qui soient des réponses. Attal en a fait une très bonne tout à l'heure, il a donné 50 pour 1000, 9 pour 1000. Absolument. Voilà, des réponses très précises. 53 pour 1000 quand on n'a pas de vaccin ou une dose, je ne sais plus très bien, je ne vais pas dire de bêtises. Non. 9 pour 1000 quand on a deux doses et 1,8 quand on en a 3. Voilà, et je pense qu'il faut un exercice de pédagogie extrêmement clair, extrêmement chiffré sur ces thèmes-là, parce que sinon va naître un fort scepticisme pour les gens qui ne se sentent pas menacés par les formes graves de la maladie, du fait de leur âge, de leur constitution, de leur forme physique. Peut-être ils ont tort, mais en tout cas c'est ce qu'ils pensent. Donc là je crois qu'il va falloir jouer d'une rhétorique de responsabilité et apprendre les gens pour des adultes et pas essayer de leur faire peur. Là, j'ai vu un médecin sur une autre chaîne expliquer que quand on faisait des IRM aux enfants qui avaient le Covid, il y avait des symptômes d'Alzheimer. Bon, je ne sais pas si on fait des IRM aux enfants qui ont le Covid. Enfin, il me semble qu'on n'est pas obligé d'aller dans des arguments qui apparaissent quand même comme tout à fait bizarres, voire farfelus. Comme quoi, il ne faut pas regarder les autres chaînes. Voilà, il faudrait simplement exposer ça de façon très concrète et précise et sans dire, il faudrait les supplier d'arrêter de dire on a trouvé la martingale. À chaque fois, ils disent on a la martingale. Il n'y en a pas de martingale.